Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de décryptage. Alors, je rappelle le concept, hein, l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps d'aborder une thématique, un sujet. Sentez-vous libre de poser toutes vos questions et nous tâcherons d'y répondre dans le temps qui nous est imparti. Alors, aujourd'hui, en cette journée du 17 mai, il nous semblait essentiel qu'Orange réaffirme son engagement de lutte contre toute forme de LGBT-phobie. Je rappelle qu'Orange est engagé depuis de nombreuses années, parce que nous avions déjà signé en 2013 la charte de l'autre cercle, qui vise justement à créer un environnement inclusif et à permettre de lutter contre toute forme de discrimination, et notamment vis-à-vis des personnes LGBT. Nous avons aussi le groupe, l'association Mobilise-nous, qui a été créée en 2008. C'est probablement une des premières associations qui a été créée en France au sein d'une entreprise. Et donc, voilà, il nous semblait important de revenir sur ces différents engagements. Chez Orange, la diversité et l'inclusion, c'est pour nous une véritable richesse. Et il faut faire en sorte que l'ensemble des singularités, des différences puissent servir le collectif. Et c'est pour nous des éléments très importants de notre politique. Donc aujourd'hui, plusieurs conférences, hein, plusieurs séances de décryptage. La première aujourd'hui sur l'impact des nouvelles identités de genre dans le monde du travail, et une autre conférence à 14 heures sur les rôles modèles et l'importance des rôles modèles dans notre société, et une dernière conférence à 16h30 pour aider les parents qui découvrent l'homosexualité de leurs enfants. Donc, plein de belles choses. Il y aura aussi d'autres annonces dans la journée. En tout cas, je vous souhaite une bonne séance de décryptage et je lance tout de suite la vidéo. Du moins tout de suite avec un petit temps de délai. Il n'y a peut-être pas de vidéo finalement. Si, elle arrive. On n'a pas le son. Orange. Donc voilà, je pense que j'étais pas la seule à pas avoir le son, mais on vous enverra la vidéo pour la partager éventuellement sur les réseaux sociaux. Et je laisse tout de suite la place à Nicolas, notre animateur, pour présenter les invités et animer ce débat. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Delphine, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'animer cette session de partage et d'information avec Mobilise-nous et Orange.
autour des écrans, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir d'abord Floriane Aujoux, qui travaille avec vous chez Orange et qui est développeuse web. Bonjour Floriane. Bonjour à tous. Et Thierry Hoquet, qui est professeur de philosophie à l'Université Paris X Nanterre et auteur de nombreux ouvrages autour du sujet qui nous anime aujourd'hui, parmi lesquels La virilité, à quoi rêvent les hommes, je n'ai pas la réponse, Sexus nullus ou l'égalité, je n'ai pas la réponse, et Des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie. Ces deux invités nous confronteront leur avis, leur regard sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, je serai le passeur de l'histoire. Et pour vous donner un aperçu de ce que je suis, je vais être là en tant que représentant de minorité, puisque je suis un homme qui est la minorité du genre binaire homme-femme sur la planète. Je suis caucasien, c'est une minorité de type sur la planète, et je suis un senior, minorité générationnelle sur la planète. Do you respect? Alors, plus en détail, nous allons aujourd'hui partager des informations sur le thème LGBT+, derrière le plus, quel impact des nouvelles identités et expressions de genre dans le monde professionnel. Donc la question est vaste. Vous avez souvent entendu parler des LGBT. Nous allons aujourd'hui vous parler du plus. Surtout, Delphine l'a dit, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, pour donner vos impressions, pour que nous puissions interagir les uns les unes et les autres au gré de cet échange. Alors, pour mettre des mots sur le plus, et avant d'y mettre des mots, et pour mieux comprendre où se trouve l'essentiel des mots, on va vous partager quelques chiffres. Alors, depuis les années 50, différentes études internationales ont démontré que 8 à 10% de la population est réputée être LGBT+. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui 108 participants, donc il y a mathématiquement 11 personnes, entre 8 et 11 personnes qui sont réputées être LGBT+, parmi les personnes qui nous écoutent et nous regardent. En 2020, l'étude du BCG, Boston Consulting Group, LGBT+ at Work, a produit des résultats qui sont assez édifiants. 43% des LGBT+ visibles sont visibles au travail, ce qui peut sembler important, mais c'est 9 points de moins par rapport à 2018. Et 38% des LGBT+ pensent qu'être visible au travail est un désavantage, est un risque, pour utiliser un mot fort. C'est 8 points de plus qu'en 2018. C'est-à-dire qu'on est passé de 30 à 38% de personnes qui considèrent que c'est un risque d'être visible au travail. Et enfin, je partage avec vous un dernier chiffre qui parlera beaucoup aux décideurs et aux décideuses. L'étude de l'OCDE, qui a été dirigée entre autres par une économiste qui s'appelle Marianne Valfort, qui a défini en 2018 et 2019 que cacher ce que l'on est au travail consomme jusqu'à 26% de la productivité. C'est-à-dire quelqu'un qui fait attention à ne pas révéler qui elle est ou où il est au travail. C'est pas 1 ETP, pour parler clair, c'est 0,75 ETP. Ouais, ces chiffres sont assez éloquents et prouvent qu'il y a un sujet à débattre. Alors, pour corroborer ces chiffres, je vais vous présenter une étude qui a été menée en interne dans votre entreprise, chez Orange. C'est un sondage qui a été mené. Alors, sur 233 répondants, la note moyenne est de 4,6, donc, considérant que les LGBT+, sont représentés ou présentés dans la communication interne d'Orange. Donc, ce qui est un chiffre correct. Et si j'avais été enseignant, je dirais peut mieux faire. Voilà, c'est ça, peut mieux faire. Il y a une question qui est assez intéressante, c'est dans votre vie, avez-vous déjà eu le sentiment d'être ou victime ou témoin d'une discrimination, ou ni victime ni témoin, ou non concerné par le sujet? Alors,
Évidemment que le chiffre des victimes est assez affligeant. Il y a 18% des personnes qui ont été victimes de discrimination liée à leur identité de genre ou à leur orientation sexuelle. Donc ça fait 40 personnes sur les 225 qui ont répondu à cette question. Près de la moitié ont déjà été témoins. Un tiers n'a été ni victime ni témoin, mais le chiffre qui interpelle le plus et qui nécessite et qui rend essentiel ces échanges que nous avons aujourd'hui et que vous avez depuis longtemps chez Orange, c'est 14% des personnes sont non concernées par le sujet. Donc, c'est-à-dire que c'est les 14% des personnes qui considèrent qu'elles ne savent pas si elles ont été victimes ou témoins ou ne comprennent pas la question. Il y a un sujet de fond sur ces 14% et c'est aussi à elles que nous nous adressons aujourd'hui. Alors, quand on creuse sur le sujet des victimes, donc les victimes et les personnes qui ont malheureusement été victimes de discrimination, c'est 40 personnes. Donc, la moitié l'ont été sur leur lieu de travail, chez Orange ou dans une vie antérieure, il n'y a pas de précision. Les 2 tiers l'ont également été dans la rue. Donc, peut-être que les personnes de la moitié l'ont également été dans la rue. On a une personne sur 5 qui a été discriminée dans l'administration, et un chiffre qui est souvent corroboré par les associations qui recueillent les jeunes mis à la porte de chez eux pour cause d'homosexualité ou de transidentité. 60% d'entre eux ont été victimes de discrimination dans leur cercle proche, familial ou amical. C'est des chiffres qui sont assez éloquents et qui prouvent qu'aujourd'hui, Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie et toutes les LGBT-phobies, il est important de continuer ce combat. Oui. Alors, les témoins, eux, les chiffres sont assez correspondants, puisqu'on a 3/4 des personnes qui ont été témoins d'une discrimination qui a eu lieu dans la rue, la moitié au travail, un quart dans l'administration et les 2 tiers dans le cercle familial ou amical. Donc, ce qui prouve aussi qu'il y a des personnes qui voient ces discriminations. Et là, je vais me permettre de passer un message en même temps. Les discriminations ne peuvent s'arrêter que si elles sont connues. Les personnes qui ont été victimes de discrimination ont souffert de la discrimination et n'ont parfois pas toute la force, toute l'énergie ou tous les bons contacts pour dire qu'elles ont été victimes de discrimination. Donc, les témoins ont aussi un rôle important pour porter en lumière les discriminations qui ont été faites afin qu'il y ait sanctions et surtout qu'on diminue le nombre de discriminations. Question précise, vous sentez-vous suffisamment informé sur la politique d'Orange et les actions menées en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre? Très informé, 13%, c'est bien. Personnes qui doivent suivre de manière très proche les actions des équipes de Delphine Pouponneau. On a des personnes qui se sentent informées, c'est un tiers des personnes. Donc, si on cumule les deux, on est à une personne sur deux se sent informée ou très informée. Et en contrepartie, on a une personne sur deux qui se sent de peu à pas du tout informée. Donc, je dirais déjà, ça veut dire qu'il y a toujours du chemin pour pousser de l'information, qu'on n'en pousse jamais assez, qu'il faut la pousser via différents canaux, et qu'il ne faut pas hésiter aussi, et je le redirai en fin de séquence, à vous rapprocher de Mobilise-nous et à soutenir Mobilise-nous. Mobilise-nous est une association qui est faite pour l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail, chez Orange en particulier, et qui est aussi ouverte à toutes les personnes de bonne volonté et qui soutiennent ces actions. Être LGBT+, n'est pas un critère d'entrée. Et voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, nous avons aujourd'hui un certain nombre de personnes qui ne savent pas où s'adresser pour s'informer sur le sujet, qui ne
connaissent pas le nom de leur responsable diversité, alors je vous propose d'aller le chercher sur votre intranet et de mettre un petit post-it sur votre écran et comme ça vous allez voir, le nom va rentrer très très vite. Et puis, Ouais, qui connaissent, on a une personne sur deux qui ne connaît pas l'association Mobilise-nous. Donc, je vais vous en parler. Mobilisez-vous, adhérez à Mobilise-nous. en tout cas, ce sondage est intéressant parce que voilà, il nous permet aussi de voir tout le chemin qu'on a encore à faire. Je vous rappelle que sur la communauté Plaza Diversité et Inclusion, vous retrouverez aussi beaucoup d'informations, notamment le guide LGBT, le lien vers le Plaza Mobilise-nous. Mais voilà, l'important est vraiment de communiquer, de relayer ces informations et on compte aussi sur tous les participants de cette journée pour continuer à parler du sujet. On l'a vu, hein, les chiffres sont quand même éloquents et lutter contre tout ce qui est LGBT-phobie fait partie des éléments très structurants de notre politique. Et juste pour vous dire, ce sondage, pardon, n'est ni un aveu de faiblesse, ni un aveu de culpabilité. C'est juste une photographie qui a été prise à un instant donné sur 230 personnes. Et c'est juste un encouragement à continuer à aller toujours de l'avant. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, maintenant que nous avons partagé les chiffres, c'est que nous nous occupions des mots et de savoir ce qu'il y a derrière cet acronyme LGBTI+, ou LGBTQ+, ou LGBTQI+. Alors déjà, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent que ce terme, c'est un terme extrêmement récent qui est apparu en 2000 en Europe lors de la première World Pride qui a eu lieu à Rome. Auparavant, on parlait de gays et de lesbiennes. À la fin des années 90, on commençait à parler un peu plus visiblement des trans. Et auparavant, on parlait tout simplement des homosexuels. Donc, vous voyez, le mot a évolué. Donc, les 4 lettres, c'est lesbienne, gay, bi, trans, pour transidentitaire ou transgenre. L'acronyme se développe de plus en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on y a adjoint systématiquement le signe plus, parce que LGBT n'est que la partie la plus visible de l'iceberg. Et comme les parties les plus visibles de l'iceberg, il faut savoir ce qu'il y a derrière le plus. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. À titre d'information, aux États-Unis, le plus regroupe 11 lettres. Alors, on va parler d'identité et d'expression de genre. Vous connaissez tous votre sexe biologique, fille ou garçon. Vous avez une identité de genre, vous êtes une femme ou un homme, vous avez une expression de genre, vous êtes féminin ou masculin, vous êtes hétéro ou homo, c'est votre orientation sexuelle. Et tout ça, ça défile très très vite en automatique. J'y arrive pas à parler assez vite. Mais sachez que pour votre sexe biologique, vous êtes fille ou garçon, mais il existe aussi des personnes intersexes. C'est-à-dire des personnes qui naissent avec les deux caractéristiques biologiques, celle de la fille ou celle du garçon, et de manière plus ou moins prononcée, plus ou moins visible, plus ou moins révélée au cours de leur croissance jusque la puberté. Vous avez ensuite l'identité de genre. On est, NEST, homme ou femme, on se ressent homme ou femme, et il y a des personnes qui se ressentent ni homme ni femme, ou un peu plus homme que femme, ou un peu plus femme que homme. Tout est possible. Après, on a l'expression de genre. C'est la façon dont vous souhaitez que les autres vous reconnaissent et dont vous souhaitez vous identifier par rapport aux autres. Pour faire simple, l'expression de genre, ça peut être tout simplement l'enveloppe vestimentaire, on a des vestiaires masculins, des vestiaires féminins. Et puis, il y a aussi, et vous le connaissez, toutes les fashion victimes dans la mode aujourd'hui, les modèles unisexes, le style androgyne. Donc, c'est une expression de genre qui se situe entre masculin et féminin. Donc, on peut avoir du plus et du moins. Pour les plus acculturés, le smoking qui était masculin est rentré dans la garde-robe féminine grâce à Yves Saint Laurent dans les années 60, et ainsi de suite. Et puis après, on a l'orientation sexuelle. On se dit, bah tiens, moi je suis homo, moi je suis hétéro. Et puis il y a les personnes bisexuelles, asexuelles, aromantiques.
tout ce qui est possible entre ces deux bornes. Donc, ce qui veut bien dire que l'identité de genre et l'orientation sexuelle ne sont pas binaires. C'est pas oui, non, vrai, faux, fille, garçon, masculin, féminin. Tout est possible entre les deux. Et normalement, là, il y a une animation qui arrive, mais qui ne se fait. Voilà, on peut avoir un sexe biologique qui est plutôt fille, avec une identité de genre où on se ressent homme, et puis on exprime son genre pile au milieu des deux bornes, on est plutôt sur un style androgyne, et puis on a une orientation sexuelle qui peut évoluer au gré de sa vie. Alors soit elle est affirmée tout de suite et on n'en change jamais, soit à un moment donné, l'orientation sexuelle évolue vers différents schémas. Alors, je, je vous ai présenté ces spectres qui ne sont pas des on-off, comme le dit Marie dans le chat. Et je vais laisser la parole à Thierry, Thierry Hockey, en lui demandant quel est son regard sur cette société binaire qui aujourd'hui revendique de plus en plus l'existence du champ des possibles entre ces deux bornes dans ce spectre large entre il et elle. Oui, merci. Et puis pour la présentation qui posait bien, je trouve, en finesse, les différents niveaux et toute la richesse, en fait, de cette situation. Pour moi, en fait, je pense qu'à tous les niveaux de la société, il y a une structure binaire qui est très présente, prégnante. Il y a un usage massif de la différence des sexes. Et puis, les niveaux que vous avez essayé de distinguer, Nicolas, en général, ils sont plutôt aplatis sur des choses très simples, c'est-à-dire effectivement, en fonction du sexe biologique, on a une identité de genre, on a une expression de genre et on a une orientation sexuelle. Voilà, enfin, tout ça est piloté par le cadre binaire. Et en fait, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart de ces usages du binarisme sexuel, ce sont des usages résiduels, des usages dont on peut interroger la pertinence aujourd'hui. Je m'explique. Sur tous les numéros de sécurité sociale, par exemple, il y a 1 et 2. Pourquoi, en fait? Sur tous les papiers d'identité, il y a M et F. Pourquoi? C'est-à-dire la question qu'on peut se poser, d'abord, c'est de savoir à qui ça sert? Pour qui est-ce qu'il y a ça? Est-ce que c'est pour les individus? Est-ce que c'est pour l'État? Donc, il y a vraiment une prégnance de cette binarité dont on peut, en tant que citoyen, en tant qu'individu, interroger le pourquoi en fait. En apparence, il n'y a pas de raison de se poser cette question parce qu'on va dire qu'une majorité d'individus se sentent bien dans ce binarisme et donc il n'y aurait pas de raison de le remettre en cause pour ça. Mais en fait, si je peux me permettre d'emprunter une formule à La Fontaine, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, tout le monde est sous la pression de ce binarisme sexuel et peut être considéré comme victime hein, à différents titres de ce binarisme. C'est-à-dire si vous êtes, par exemple, c'est très connu, une femme dont l'expression de genre est féminine, hétérosexuelle, bien vous allez quand même être victime de discrimination. Et c'est pour ça qu'on a essayé de rétablir la chose en proposant la parité, par exemple, ou des mesures favorisant la parité femmes-hommes dans tous les milieux. Donc, tout le monde est victime de ce cadre binaire au départ. Et le défi de la diversité, c'est d'arriver finalement à élever les individus, à élever notre société, à élever les différents milieux dans lesquels on intervient, élever au-dessus de la différence des sexes pour, je dirais, s'élever à hauteur humaine. Or ça, c'est pas facile parce que justement, tout est structuré autour du binaire. Donc s'élever à hauteur humaine, s'élever à hauteur de ce que vous indiquiez également tout à l'heure, c'est-à-dire la question de ce qui importe, on l'a bien vu dans le petit film, ce sont les compétences, ce sont les ressources humaines justement. S'élever à cette hauteur-là, c'est difficile parce que y a tout un ensemble de, de structures qui entérinent le binarisme et qui empêchent finalement cette diversité de se faire jour, de s'épanouir, de vivre tout simplement. Hein.
Donc, ça passe par quoi? Ça passe par, je disais, donc une réflexion sur finalement pourquoi il y a des 1 et des 2, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pourquoi est-ce qu'il y a des M et des F sur les papiers d'identité, est-ce qu'on a vraiment besoin? Mais ça passe aussi beaucoup plus concrètement par des nouvelles manières de s'adresser, par éventuellement l'usage de nouveaux pronoms, etc. Donc il y a tout un travail à mener. euh, je dirais tout d'abord parce que la nature même du problème est le plus souvent ignorée, en fait. Et c'est un problème très complexe parce que nos identités genrées, nos identités sexuelles, elles structurent l'ensemble de notre personne et donc nous y sommes férocement attachés les uns et les autres et on ne veut pas qu'on y touche. Donc c'est des sujets extrêmement sensibles, il ne faut pas minorer ce point. Et puis ensuite, parce que la plupart des endroits par où ça perspire sont invisibles en fait, pratiquement inconscients, sauf jusqu'au moment où on se heurte au plafond de verre, où on se heurte à la question de la discrimination. Donc voilà moi comment j'entre dans cette question, voilà ce qui me semble important, c'est finalement poser la question pourquoi on s'intéresse tellement à la différence des sexes dans le monde du travail par exemple, alors qu'effectivement c'est la question de la compétence qui devrait primer. Merci Thierry. Alors, en effet, c'est la compétence qui doit primer, surtout lorsqu'on est dans le monde professionnel. Une expression a été utilisée qui a été à un moment donné, on parle d'ignorance, et en effet, j'aime souvent à rappeler que la LGBT-phobie, c'est avant tout de la LGBT-ignorance. C'est parce qu'on ne connaît pas quelque chose qu'on en a peur. C'est parce qu'on ne sait pas ce que représente ce quelque chose, ou ce quelqu'un, ou cette quelqu'une, que l'on en a peur. Alors, je vais laisser la parole à Floriane, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Floriane, je vais faire une question simple. Comment te présenterais-tu ou comment te présentes-tu puisque nous sommes au présent? Euh, bon, déjà, moi, personnellement, je me présente en commençant par dire que je suis développeuse. Voilà, je commence souvent par mes compétences, surtout dans le cadre du travail, forcément. Donc, développeuse web sur la boutique ProGrange. Et il se trouve que, en plus, bah voilà, je suis une femme trans, je suis asexuelle, je suis biromantique. Voilà, mais ça, à la rigueur, c'est des choses déjà que j'évoque pas forcément tout de suite. Alors même si, bon, femme trans, bon, soyons honnêtes, ça se voit un peu. Donc forcément, c'est un sujet qui va arriver d'une façon ou d'une autre. Mais au travail, en fait, c'est pas si important que ça. Mais par contre, c'est important que ce soit ouvert. C'est important que je sois visible. Pour une raison assez simple. Je vais prendre l'exemple, parce que j'ai fait mon coming out au sein de la boîte. Donc j'ai commencé en étant donc, dans le placard, et là actuellement je ne suis plus dans le placard. La grosse différence entre les deux, c'est que avant, je consommais énormément d'énergie à faire attention à comment je me genrais, faire attention à mes vêtements, faire attention un peu à tous les aspects de la vie, à ce que je racontais de mon temps libre, ainsi de suite, et ça consomme énormément d'énergie en fait. Le coming out m'a permis de me libérer de ça et de me présenter entre guillemets tout à fait naturellement. Mais c'est vrai que je continue quand même à me présenter en commençant bien évidemment par ce que je fais, mes compétences. Alors, ce qui est tout à fait normal que tu te présentes comme ça, puisque aux yeux de l'entreprise, tu es une ressource humaine. Je suis un Donc, numéro. la ressource se base sur tes compétences et l'humaine se base sur ce que tu es. Il y a une chose que tu as apprise, ce sont tes compétences, et une chose que tu es, c'est ta personne, c'est ton parcours, c'est ta vie. Et aujourd'hui, comment tu te sens incluse avec justement toutes ces singularités? Je ne parle pas de la partie développeuse, ça c'est ce que tu as appris, tu es la meilleure du monde, on le sait toutes et Évidemment. tous. Mais la partie humaine, comment te sens-tu incluse avec toutes tes singularités? Si tant est qu'elles sont connues, visibles,
partager ou pas? À toi à nous dire. Alors, partager, bah, déjà, je viens de faire mon coming out sexuel, voilà, je pense pas qu'il y ait grand monde qui était au courant puisque c'est pas forcément un sujet que j'aborde tout de suite. Voilà, bon, donc de ce côté-là, pas vraiment de questions. Pour le côté trans, en fait, tout bêtement, moi, ce qui me fait me sentir, incluse, c'est juste que les gens s'adressent à moi en tant que femme, tout bêtement. C'est aussi bête que ça, en fait, que les gens, respectent mon identité et utilisent les bons pronoms, utilisent majoritairement, le bon prénom. Certains se plantent encore, forcément, au bout de plusieurs années avec l'ancien prénom, ils se plantent parfois, mais ça arrive. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas de mauvaises intentions derrière. C'est juste des erreurs, ça arrive. Ça arrive même à d'autres personnes qui sont cisgenres, donc qui sont dans leur genre d'assignation. Euh, voilà, c'est pas exclusif au fait d'être trans. Et c'est vrai que d'une certaine manière, moi, l'inclusion, je la vois à travers le fait que ça ne pose pas de problème, en fait, que c'est pratiquement invisible dans mes relations. D'accord. C'est plutôt positif. Oui, j'ai, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si c'est que le monde a évolué, si le monde est globalement moins transphobe, si je suis tombé sur une équipe exceptionnelle, voilà. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est vrai que j'étais complètement terrorisé par la réaction des gens. Et au final, en fait, ça se passe tout à fait naturellement, tout à fait normalement, en fait, comme ça devrait se passer. Alors, Est-ce que je peux poser une petite question? bien sûr, Delphine. Parce que voilà, c'est ce qui est important aussi, c'est d'avoir des rôles modèles, un peu comme tu l'es aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à l'afficher et à te dire, bon, ben voilà, j'affiche ma singularité parce que effectivement, ça me prend beaucoup d'énergie aujourd'hui de devoir me cacher. Qu'est-ce Voilà. qui finalement a été le déclencheur? Ce qui a été le déclencheur, c'est une anecdote beaucoup moins drôle. Bon, les équipes agiles, je pense que globalement tout le monde connaît à peu près. Il y a souvent en fait ce qu'on appelle des icebreakers. Donc les icebreakers, c'est souvent pour justement connaître un peu mieux ses collègues, être capable d'interagir aussi sur des points qui sont pas tout à fait du boulot, un petit peu à côté. Et il y a un icebreaker, très littéralement, où en fait j'ai même pas eu la force d'écrire mon prénom, mon ancien prénom, d'écrire quoi que ce soit, et je suis parti. J'ai juste quitté l'icebreaker, j'ai attendu 1 heure, voilà, je suis allé pleurer dans une pièce à côté, et au bout d'1 heure, je suis revenu et je me suis dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait absolument que je m'ouvre, parce que sinon, de toute façon, ça allait très mal se terminer. Donc, c'est vrai que ça a été le déclencheur, la chose qui m'a fait prendre la décision de le faire. Et je crois que 2 semaines plus tard, à peine, je faisais mon coming out. Ok, merci. Témoignage fort et très intéressant. Merci Floriane. Et pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, sachez que j'ai parlé tout à l'heure de LGBT ignorance parce que on ne connaît pas la majorité du monde hétérosexuel ne connaît pas le monde LGBT+. Sachez que les deux mondes ont 95% de choses en commune, hein. Mais sachez aussi que les personnes LGBT+, et de manière extrêmement renforcée et prégnante pour les personnes qui sont en questionnement identitaire, en parcours de transition ou transgenre, il y a une peur endémique de la réaction que peuvent avoir les autres. Alors, je vais vous faire un petit point d'histoire et qui va aussi corroborer le propos de Floriane avant que je ne pose ma prochaine question à Thierry. Alors, en ce qui me concerne, je suis un homme cisgenre et très amoureux de mon mari depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, quand je me présente, je me dis, ben, le jour où j'ai découvert que j'étais homosexuel, je me suis demandé pourquoi les autres étaient différents. C'est un mensonge. J'ai passé des heures, des semaines, des mois carrés à me dire pourquoi je suis différent. Et aujourd'hui, dites-vous que la bonne façon de se poser la question, à toutes et à tous, nous sommes toutes et tous porteurs et porteuses d'une différence, c'est pourquoi les autres sont différents. C'est pas moi qui suis différent, c'est les autres qui sont différents.
Réfléchissez. Alors, après cette petite parenthèse philosophique, je vous propose de revenir dans le monde du travail, parce que Thierry, notre monde du travail, c'est juste un mini-monde. C'est une espèce de... Non, pas ce slide-là. On peut rester sur le précédent, s'il vous plaît, la régie. Merci. Merci, Cognac. On va laisser... Non, non. Mais avant de... Donc Thierry, ce mini-monde, comment doit-il s'adapter à nos nouvelles identités et à nos nouvelles expressions de genre? Et avant de laisser Thierry répondre, je vais juste vous refaire le petit passage d'histoire que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, vous avez entendu, j'étais amoureux de mon mari, donc je suis homosexuel. Mais homosexuel, c'est ce que j'étais au début de ma vie affective, au-delà du fait d'être délinquant, puisque j'étais homosexuel avant 82 et que c'était encore un délit à cette époque-là. Euh, mais sachez que dans les années 90, je suis passé de homosexuel à gay, parce que c'est le terme qui est arrivé. Et on a de plus en plus utilisé les mots gay, lesbienne, pour différencier les hommes des femmes homosexuelles, EL ou E2LES. Et puis, au début des années 2000, ben, je suis devenu LGBT, puisque c'était le mot qui est apparu à la World Pride de Rome. Et dans les années 2010, je suis devenu LGBT+. Donc, vous voyez que le vocabulaire a évolué, que le vocabulaire utilisé dans l'entreprise a également évolué. Et aujourd'hui, dans un intranet, l'intranet d'Orange, vous n'avez pas de difficulté à aller chercher les mots gay, lesbienne, homosexuel, LGBT, parce que ben, l'entreprise s'est ouverte sur ce monde de différence, ce monde de diversité. Alors, le regard de la société a évolué, le regard des mes contemporains a évolué. Donc, je reviens vers Thierry avec ma question initiale. C'est comment notre monde du travail, qui est un mini-monde, s'adapte à nos nouvelles identités et nos nouvelles expressions de genre. Oui, alors, bon, en fait, ce que j'entends dans tout ce qui se dit, en fait, hein, c'est que d'abord, les mots ont changé, les manières de parler ont changé, les manières de s'adresser, de se reconnaître ont changé. C'est-à-dire, en fait, effectivement, il y a eu différents concepts, hein. À travers les mots, c'est des concepts qui changent. Et que, par exemple, tout simplement, puisqu'on parle autour aussi de la question lesbienne, gay, mais aussi trans et plus en général, ce qui est très important ici, c'est de comprendre que ben, dans les années 50, on avait un certain modèle de la transidentité qui était le travesti, par exemple, le travesti du dimanche ou le travesti permanent, mais c'était comme ça qu'on le concevait. Qu'ensuite, on a demandé aux personnes trans de suivre des parcours, c'est-à-dire des parcours administratifs et médicaux où on leur demandait en fait, ah bon, vous avez une identité trans, donc ça veut dire que vous êtes nécessairement dans le modèle de une âme d'un certain sexe prisonnière du corps d'un certain sexe, hein, une âme féminine dans un corps masculin, une âme masculine dans un corps féminin, et donc là, on vous accompagnait dans une transition. Eh bien, tout ça, c'est fini en fait. Il y a une véritable révolution, hein, qui fait que c'est pas seulement la société en général ou les personnes hétérosexuelles qui doivent s'adapter, mais c'est tout le monde, en fait, tous les sujets, les sujets minoritaires aussi, sont en permanence soumis à une floraison de diversité. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est véritablement l'irruption de formes de vie qui sont inédites, parce que personne n'avait de mots pour les penser, personne n'avait de concept pour les penser. Et quand on parlait de, aujourd'hui tu fais une présentation où tu parles de art romantique, Florian dit je suis biromantique, etc. Mais je pense qu'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne savait pas ce que ça voulait dire et peut-être les mots n'existaient pas. Donc, il y a une transformation permanente, hein, qui fait que bah, tout un chacun, bah, moi j'ai fait mon coming out il y a 20 ans, bon voilà,
Mais c'est pas parce que j'ai fait mon coming out que ça y est, je suis super ouvert à toutes les différences, je comprends tout, je suis au courant de toutes les notions, les nuances, je sais comment m'adresser aux gens. Non, il faut faire un travail permanent sur soi, s'intéresser aux personnes, savoir comment elles veulent qu'on s'adresse à elles, s'intéresser à ces nouvelles formes d'identité qui sont, voilà, une floraison permanente et qui implique chacun à revisiter ses propres préjugés, ses propres concepts, ses propres notions. Et que l'administration a changé. Par exemple, pour les personnes trans, justement, il n'y a plus les mêmes pièces de dossier à fournir hein, pour avoir un changement de prénom, etc. La médecine a changé, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne demande plus aux personnes de se conformer à des schémas strictement binaires. Il y a une possibilité de transitionner à plein de niveaux et peut-être juste au niveau de l'apparence de genre et peut-être juste au niveau du pronom ou du prénom et pas nécessairement au niveau chirurgical, intervention, etc. Donc, il y a plein de choses qui changent, qui sont philosophiques, administratives, chirurgicales, etc., mais, enfin médicales. Et le monde du travail, eh ben, il est au croisement de tout ça et il doit rendre son environnement plus souple, hein, plus flexible par rapport à cette irruption de diversité qui nécessairement euh, chamboule et exige quelques aménagements. Voilà. Donc c'est au niveau de cette flexibilité que je crois l'environnement professionnel doit accueillir en fait. Et c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, on le voit dans dans le monde du travail, dans les entreprises en général, dans les administrations aussi. Euh, les choses évoluent. En effet, le vocabulaire a évolué, hein, la société a évolué. Euh, le fait que les personnes concernées osent utiliser le mot qui les définisse pour se présenter, c'est aussi une évolution. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a évidemment une demande qui est faite auprès de toutes et de tous d'être bienveillant, d'être accueillant, d'être à l'écoute des différences des uns, des unes et des autres. Et je rappelle que 100% de la planète est différente. Donc il n'y a personne qui n'est pas différent. Donc il faut écouter toutes les différences. Et puis il y a les personnes qui sont différentes, ben, quand elles sentent qu'il y a une écoute, quand elles sentent qu'il y a une réalité de bienveillance, utilisent les mots. Et utiliser les mots, c'est le premier pas vers le fait de comprendre. Aujourd'hui, avec Orange et Mobilise-nous, nous avons mis quelques mots sur le plus. Alors le plus, au départ, c'était un signe mathématique, mais ce signe mathématique, il couvre une palette de diversité. J'allais dire une palanquée de diversité, c'est aussi dans le dictionnaire, mais le mot est moins connu. Une palette de diversité qu'il est bon aujourd'hui de découvrir, de connaître, de mettre des mots. Ça ne veut pas dire que il faut utiliser ces mots H24 dans toutes les conversations, mais il faut simplement savoir que ces mots existent. C'est comme le disait Thierry, c'est une forme d'ouverture, une forme de compréhension. C'est aussi une forme de, alors ça c'est moi qui le dis, de déconstruction de l'hétéronormativité et de se dire que eh ben, on n'est pas juste un ou une, on n'est pas juste il ou elle, on est juste un plus et que c'est la somme de nos plus qui fait que nous sommes un être humain à part entière, avant de savoir si on est il ou elle. L'essentiel, c'est d'être un être humain. Alors, ce que je vous propose, alors ce dont je suis étonné et extrêmement satisfait, c'est le niveau de clarté de notre échange, parce qu'il n'y a pas de questions qui arrivent dans le chat. Donc nous avons dû être limpides et nous en sommes heureux, parce que c'était aussi l'objectif de ce décryptage. Alors je ne vois toujours, excusez-moi, je prends 2 secondes parce que Il y a mes peut-être yeux une et ma question bouche de, sont asynchrones. peut-être une question de Christine qui indique qu'il y a aussi grossophobie, racisme. Oui,
et pas seulement les problématiques LGBT+. Ah oui, alors là, pour y répondre, ça c'est clair, hein, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, c'est que la diversité des profils est une véritable richesse pour l'entreprise et c'est tout l'enjeu de notre politique diversité et inclusion. Là, aujourd'hui, à l'occasion du 17 mai, on fait un focus sur la LGBT-phobie, les LGBT-phobies, mais c'est clair que voilà, on avait fait une séance de décryptage sur la diversité des origines, on a fait une séance de décryptage justement sur cette notion d'inclusion. On aura pardon, une autre séance des neuroatypiques ou de la neurodiversité parce que ça aussi c'est important. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire de notre entreprise un lieu toujours plus inclusif où voilà, chaque singularité peut s'exprimer et créer de la valeur au service du collectif. C'est bien ça notre enjeu au sein d'Orange. Et pour renforcer ce propos, soyez certains que les singularités ne sont pas étanches, ne sont pas en silo. On peut être gros et homo, on peut être black, asiate, caucasien, indien, amérindien et gros. On peut être aussi amérindien et homo, c'est pas incompatible. On peut être femme et lesbienne. Je le rappelle, 100% des lesbiennes sont des femmes. Le contraire n'est pas vrai, mais 100% des lesbiennes sont des femmes. Donc, il est toujours important de se rappeler que nous sommes une somme de singularités et qu'elles ne sont pas étanches les unes des autres. Alors, ce que je vous encourage à faire, et vous l'avez dans le chat, Thierry a eu la gentillesse de le remettre, c'est en effet d'aller voir ce documentaire absolument fabuleux, fantastique, génial, sur les sexes et l'identité au-delà de la binarité, qui est paru sur Arte, qui est visible gratuitement en replay et où vous verrez également un certain nombre d'intervenantes et d'intervenants qui prennent la parole sur justement leurs différences avec le regard, je veux dire, en, en overview de Thierry sur le sujet. Il y a une personne aussi qui a parlé de discrimination et qui dit qu'il n'y a pas d'échelle dans la discrimination. C'est vrai. C'est pas plus ou moins important de discriminer telle ou telle caractéristique. Une discrimination est une discrimination et elle doit être combattue pour ce qu'elle est. Alors, petit aussi rappel de vocabulaire. Donc, vous voyez derrière moi un mur de mots, en anglais, certes, mais vous les comprenez très bien en français. Ce ne sont pas des choix. On ne choisit pas d'être noir, on ne choisit pas d'être gros, on ne choisit pas d'être une femme, on ne choisit pas d'être en dysphorie de genre, on ne choisit pas. Dysphorie de genre, ça veut dire que l'on n'est pas confortable avec son sexe de naissance. On ne choisit pas d'être bisexuel, on ne choisit pas d'être homosexuel, on ne choisit pas d'être aromantique ou biromantique ou toute autre caractéristique. Ce ne sont pas des choix. Et les hommes et les femmes qui ont ces singularités ne les ont pas choisis. J'utilise souvent une petite expression en disant une femme qui vient travailler n'est pas un homme. Un black qui vient travailler n'est pas caucasien, un handicapé visible qui vient travailler n'est pas valide. Voilà. Donc, un LGBT+ qui vient travailler, pourquoi serait-il autre chose? En revanche, les entreprises, les organisations ont, elles, des choix. Elles ont deux choix possibles. Elles ont d'abord le choix de la bienveillance. C'est à l'environnement professionnel qui se doit être un environnement neutre, un environnement safe. Et neutre, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas exprimer ses opinions, ça veut dire que toutes les opinions sont possibles. L'environnement professionnel doit donner des signes forts de bienveillance et de liberté d'expression, où chacun et chacune sera libre d'être soi, sans risque de jugement personnel, de frein pour sa carrière, voire de déclassement.
Ça arrive malheureusement encore trop souvent. Je fais un petit pardon pour le point médian que j'ai utilisé et je sais qu'il n'est pas lu par les logiciels de décryptage vocal. Je ne l'utiliserai plus dans ces conditions. Mais l'entreprise donc a un choix de bienveillance et ce choix-là, elle se doit de le mettre en place. Et l'entreprise a un deuxième choix possible et obligatoire, c'est même pas possible, c'est obligatoire, c'est le choix de la différence. Rappelez-vous, quelques minutes auparavant, Florian a témoigné de sa différence en disant qu'un jour, il n'était plus possible de faire semblant et qu'elle n'a pas pu écrire son dead name sur le tableau. Le dead name est le prénom que ses parents lui ont donné à la naissance, et parce que ce n'était pas elle. Et c'était sa différence. Eh ben, je rappelle à toutes et à tous qu'être différent au travail, c'est une valeur ajoutée. Si vous mettez dans la même pièce, lors d'un icebreaker par exemple, des personnes qui sont issues des mêmes écoles avec le même cursus de formation, le même style vestimentaire, la même coiffure, les mêmes lunettes et le même dernier iPhone à la mode, eh ben, ça s'appelle des clones. Et un clone plus un clone, ça produit un clone. Donc, c'est l'absence de création des clones, des personnes qui se ressemblent, des personnes qui ne mettent pas en avant leurs différences, des personnes qui ne donnent pas liberté d'expression à leurs différences, ça ne crée rien. Et donc, cette phrase est forte et il faut que vous la fassiez vôtre. Seules les différences sont source de création et la création, c'est ce qui fait la valeur ajoutée d'une organisation, d'une entreprise. Une entreprise n'avance aujourd'hui que parce qu'elle crée de la valeur ajoutée. Et la première de ces valeurs ajoutées, c'est les hommes et les femmes qui la constituent, et y compris les personnes qui ne se reconnaissent ni hommes ni femmes ou entre les deux, pour rester cohérent avec le thème de la sujet. Il y a des questions qui sont très intéressantes là, qui arrivent, dont une qui est en effet, on ne peut pas être hétérosexuel et asexuel vu que c'est des orientations sexuelles. Être hétéro, ce n'est pas être asexuel. Alors on peut très bien être, comment le dire, aimer les personnes de l'autre sexe sans avoir l'envie d'avoir des relations sexuelles avec les personnes de l'autre sexe. Donc ça veut dire qu'on peut très bien être hétérosexuel, on aime les personnes du sexe opposé, mais on ne recherche pas de relations sexuelles avec ces personnes de sexe opposé. C'est toute la différence qu'il y a entre l'hétérosexualité et la sexualité, même si ces deux mots, pardon, pas catégories, ces deux mots sont rangés dans la catégorie des orientations sexuelles. J'espère avoir répondu à la question ou à l'interrogation de Judas, entre autres, ou Yuda, je ne sais pas comment ça se prononce, qui était sur le chat. Si je peux me permettre, donc dans ce cas-là, on parle d'hétéro-romantique. Exactement. Donc comme le précise effectivement Judas, Gracier. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je me présente en tant qu'asexuel et biromantique. Et c'est bien pour ça aussi, et c'est une ancienne ministre qui avait utilisé cette expression, qui parlait, plutôt que de parler d'orientation sexuelle et d'identité de genre, parler d'orientation affective et d'identité de genre. Parce que la sexualité n'est juste qu'une matérialisation intime de notre orientation affective et elle n'est pas forcément calquée sur notre orientation affective. Y a-t-il d'autres questions? Nous arrivons au terme de. Alors, je vais demander. Nous arrivons au terme de ce décryptage. Je vais demander un mot de conclusion à 3 personnes
en commençant par Thierry. Un petit mot de conclusion sur le sujet, sur le thème, sur la façon dont les personnes se sont exprimées ou sur ce qui a été dit, ce qui Oui, n'a moi, pas été dit. je voulais remercier Floriane pour son témoignage que j'ai trouvé très, très fort et très émouvant. Et voilà, et juste dire effectivement, c'est pas normal de ne pas d'avoir à ce point peur de dire ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on ressent, dans des situations où précisément, dont précisément l'objectif, c'est de casser la glace, de briser la glace, de se connaître mieux. Et ça, c'est un paradoxe terrible, en fait, de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit bien, l'entreprise crée la situation, justement, où la chose devrait se produire, où on devrait pouvoir, justement, se sentir libre d'être et donc de dire aussi qui l'on est. Et en fait, on s'aperçoit que les murs, en fait, sont tellement immenses, impossibles à surpasser que, voilà. Donc ça pour moi, c'est ce que je retiens de notre heure, c'est ça, en fait. C'est là-dessus qu'il faut travailler, quoi. C'est-à-dire, évidemment, il faut que la personne ait le courage de se dire, et c'est vrai que il y a un travail à faire sur soi qui est pas toujours évident, hein. Mais il y a quand même aussi cette peur terrible du jugement, de la violence en fait aussi, verbale, physique, qui peut s'en suivre. Et c'est à ça que je crois qu'il faut, qu'il faut toujours garder une oreille en fait, hein, parce que c'est une immense souffrance. Et voilà, j'ai vu aussi dans le chat quelqu'un qui mentionnait ça dépend des équipes, hein. Donc Florian apparemment a eu de la chance de tomber sur une équipe au top, c'est super. Mais voilà. Euh, Oui, et puis et en contrepartie, on peut dire aussi que l'équipe a eu la chance de tomber sur Florian aussi. ouais, C'est du super. 50-50, hein. On va Ouais. mettre tout le monde à égalité. Ouais. J'ai laissé la parole à... Alors, en- tu as 15 secondes, Florian, et après, je laisse le mot de conclusion à Delphine. Euh, je voudrais juste renforcer ce que vient de dire Thierry. Vraiment, oui, c'est ça. Il faut effectivement que les conditions soient présentes au sein de l'entreprise, typiquement voilà, les icebreakers, mais aussi que cette terreur qu'on peut avoir de la réaction des autres diminue. Et ça, c'est un travail de longue haleine sur la société de façon générale, les gens en tant que tels, les personnes avec qui on travaille dans le monde du travail, mais aussi voilà, toutes les autres personnes qu'on rencontre dans notre vie. Merci, Florian. Delphine. Ben, un grand merci à vous tous pour cette conférence qui, je l'espère, aura été intéressante. Moi, je retiendrai des mots, hein, c'est avant tout ouverture, tolérance, respect. Comme on l'a évoqué, hein, nous sommes tous différents, donc voilà, il faut aussi accepter la différence. Et au-delà des mots, c'est effectivement le respect des individus, quels qu'ils soient. Donc, suite à séance de décryptage, nous vous ferons une petite fiche mémo avec le replay de la séance, bien sûr, la liste des ressources sur Orange Learning, puisqu'on a beaucoup de formations, de supports en ligne aussi, les ouvrages recommandés, les podcasts, les liens vers notre association Mobilise-nous, le guide LGBT+, et bien sûr aussi la page Plaza Diversité et Inclusion, où vous retrouverez vos correspondants diversité et inclusion si vous avez la moindre question. Donc, en tout cas, un grand merci. Je vous rappelle que la journée se poursuit, hein, puisque à 14 heures, donc, une autre conférence sur les rôles modèles, l'importance des rôles modèles, et 16h30 aussi sur les parents qui découvrent l'homosexualité ou la bisexualité, transsexualité de leur enfant. Donc, comment aussi on peut les aider parce qu'on sait que c'est des sujets qui peuvent être importants pour eux. Donc, un grand merci à vous tous et puis à bientôt. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Et n'oubliez pas que le plus est infini.